Alors, on va voir aujourd'hui, après notre étude de Hegel, la méthode de la dissertation et l'application du plan dialectique. Oui, Marie-Françoise. Monsieur, c'est vrai que cette histoire de l'audace, y a un mec qui l'a eu 20. Depuis les années 70, un mythe hante les salles de classe. La légende raconte qu'il y eut autrefois un sujet de dissertation. En classe ou au bac, nul ne sait. Ce sujet avait pour intitulé « Qu'est-ce que le courage ?» Un élève plus brave et plus rusé que les autres ne suit pas ses camarades dans leurs émois de panique. Transcendant ses passions et la peur, il inscrivit sur sa feuille ces simples mots « Le courage, c'est ça ». Ensuite, il rendit sa copie dans sa quasi-blancheur virginale. Impressionné par l'audace intellectuelle du jeune homme, le professeur ne put que s'incliner devant tant de vivacité d'esprit et lui offrit la récompense à la hauteur de son courage. Ce légendaire vin que personne n'avait jamais vu de mémoire d'homme. Le jeune homme triomphant devint un exemple pour ses camarades, dépositaire de leur admiration, mais aussi de leur vengeance, contre une institution bien obligée, malgré sa supériorité, de s'incliner devant la fougue de cette jeunesse qu'elle tentait de refouler. Alors cette histoire serait bien belle si elle n'avait ne serait-ce qu'un atome de vraisemblance. Chaque année, lorsque le professeur de philosophie fait son recensement des clichés sur la philosophie, ou qu'il explique tranquillement la méthodologie de la dissertation, il y a toujours une ou un élève pour demander si la légende que vous venez d'entendre est vraie. Déjà, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est que, comme n'importe quel mythe, cette histoire est sujette à la réécriture constante. Pour certains, le sujet portera sur le courage, pour d'autres, il portera sur l'audace, et il existerait même des versions sur la bravoure. La variation du sujet montre bien que l'on a affaire à une histoire qui traîne du bouche à oreille et qui ne constitue pas un véritable fait. Le contexte change lui aussi à chaque version. Tout cela nous amène à douter de la véracité d'une telle légende. Mais on va couper là à tout suspense car la vérification de cette histoire semble bien plus facile que la chasse au chupacabra ou autres légendes cryptozoologiques. Bon, je vous dicte le sujet de votre composition de français. Le risque. Qu'est-ce que le risque? Faut-il prendre des risques? Et si oui, pourquoi? Vous avez 2 heures. Le premier qui parle, je prends sa copie et je lui colle un 0. Ah, je vous préviens, c'est moi qui corrige. Au travail. Monsieur l'a copié. Au travail. Comme vous venez de le voir, cette rumeur peut être retracée de manière assez simple. Elle prend racine dans cet extrait du film Le Pion de Christian Gion sorti en 1978. À l'heure de l'internet 2.0 où tout est accessible grâce à nos smartphones dans un monde hyper connecté, on peut se surprendre que cette légende urbaine soit aussi tenace. J'aimerais du coup vous en proposer mon interprétation personnelle. Il y a fort à parier que cela vient d'une certaine représentation de la philosophie, comme se confondant avec l'art rhétorique. Si l'argumentation et la méthode sont au cœur de la réflexion philosophique, sa réputation de matière fantasque et hors norme tend plutôt à la représentation d'une discipline flamboyante où domine le trait d'esprit et l'audace. L'audace est bien sûr une part inhérente de l'activité philosophique, ne serait-ce que dans la démarche critique et les sujets qu'elle ose aborder. Mais ce n'est pas tant une audace de la forme que du fond. Or, associer cette anecdote du risque à la philosophie, c'est croire qu'elle se résume à la phrase bien faite, au mot d'esprit brillant qui permettrait de tout résumer en une phrase bien ficelée. Si des philosophes ont effectivement procédé par aphorisme ou que la plupart montrent des qualités littéraires certaines, cette rumeur reste tenace en tant qu'elle glorifie une forme de philosophie insolente et directe qui ne s'en prendrait pas la tête avec l'étude de l'argumentation.
Tout cela est cautionné à la fin par le fameux vin, saint graal inatteignable qui marquerait le triomphe de la vivacité, de l'audace et de la forme sur une institution qui infligerait le poids de l'étude et la difficulté du raisonnement. Dans une époque où l'on est friand de clash et de buzz, cette anecdote a plus que jamais une raison d'exister, en tant qu'elle constitue un ancêtre mythologique. Clash de cette institution dans toute sa lourdeur qu'est l'école, elle entérine la victoire de l'esprit impertinent contre le labeur servile. Sans compter que cela est fortement encouragé par quelques intellectuels médiatiques qui nous gratifient de leur trait d'esprit, de leurs réflexions, souvent extrêmement recherchées. Parce que pourquoi s'embêter à argumenter alors que on peut faire une phrase qui passe bien sur Twitter ? Je veux bien qu'on n'aime pas des philosophes parce qu'ils seraient des vieux croutons qui penseraient des vieilles choses et qu'on préfère des plus vieux encore, comme Habermas qui fut dans l'Hitlerjugend et puis comme Ricoeur qui a été pétiniste même au Stalag. Mais il y a un moment donné où il va falloir que le masque tombe. Si l'extrait que nous venons de voir se déroule avec, semble-t-il, des collégiens durant un cours de français, comment expliquer alors que cette histoire nous revienne dans la gueule à nous, les profs de philo ? Eh bien peut-être est-ce lié encore une fois à la représentation de la matière. La philosophie serait, dans son caractère hors norme et contestataire, le seul espace où un tel régime de parole est possible. N'importe quel autre prof aurait lourdement sanctionné un tel devoir, ne serait-ce que pour l'insolence de l'élève. Au moins lui coller le 2 qui mérite quoi, mais pas le prof de philo, non. Au contraire, celui-ci va encourager l'élève car cela s'inscrit à la fois dans son caractère nécessairement atypique et en but contre une institution normative. La philosophie serait cet espace scolaire où les barrières cèdent, où le professeur est un inspirateur, dans un retournement des valeurs même de cet espace. La philo est ainsi l'espace antiscolaire par excellence, où les secrets du monde seraient dévoilés, où la liberté de ton serait de mise, où l'esprit s'ouvrirait à des perspectives révolutionnaires. Et quoi qu'on dise, cette vision romantique de la philosophie un peu caricaturale, je la trouve attachante. On remet bien en cause les opinions et les doxas, on essaye d'apporter de nouvelles perspectives, d'aborder des sujets dont on ne parle jamais. Mais cela ne doit pas se faire dans une flamboyance de la forme au détriment du fond. Je l'ai déjà dit, philosopher ça prend du temps. C'est difficile, ça demande de la rigueur et de la méthode. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être passionné, bien au contraire. Cela ne veut pas non plus dire qu'on n'aime pas les phrases qui claquent ou les bons mots. Mais la philosophie nécessite de penser. Et quand Laugier avec sa tête à claque... Non mais regardez sa gueule. Moi j'ai des pulsions violentes qui me viennent dès que je le vois. Regardez-moi sourire. Pardon. Bref, quand Laugier écrit, le risque c'est ça. J'ai envie de poser une question. A-t-il vraiment pensé ce qu'il a écrit ? Et j'en doute. Parce que philosopher, ce n'est pas simplement énoncer une phrase qui passe bien auprès des auditeurs. Oui, la philosophie, c'est le courage de penser avant de parler, de donner son avis.